Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos entièrement dédiée à l'intelligence artificielle. Le but est ici d'aborder un nouveau paradigme qui est celui de construire des modèles d'IA avec Rust et pour plusieurs raisons que nous allons voir dans cette vidéo. Et je vais d'abord vous dire que l'IA telle que connue aujourd'hui ne va jamais exister en Afrique ou en Europe si certaines conditions ne changent pas. Tout de suite, nous allons commencer par cette nouvelle vidéo qui nous montre un peu le contexte de l'IA actuelle, comment l'IA fonctionne actuellement. Ce sont les nouveaux géants du 21e siècle. Les data centers, le cerveau, la mémoire de l'intelligence artificielle. Je suis là pour t'aider. Dans ces immenses bâtiments, des serveurs ultra puissants qui, pour fonctionner 24 heures sur 24, doivent être alimentés en électricité, refroidis en permanence avec des tonnes d'eau. Voilà, je vous coupe ici et je vais dire que aujourd'hui, pour faire fonctionner par exemple une intelligence artificielle, on a besoin des tonnes d'eau pour refroidir les serveurs. Parce que vu que les modèles sont assez grands, ils surchauffent beaucoup, on a besoin de tonnes d'eau. Et dites-vous qu'en Afrique, dans beaucoup de zones, beaucoup de gens n'ont même pas encore accès à l'eau potable. Ça veut dire que l'intelligence artificielle telle que connue aujourd'hui ne pourra être développée que par les superpuissances et ne pourra émerger que dans les super pays. Pourtant, c'est un outil où tout le monde a le droit d'avoir accès. C'est qui cause d'un énorme problème. On va poursuivre la vidéo pour voir encore d'autres problèmes de l'IA actuelle. Des géants énergivores au point de parfois priver le voisinage. Dans l'État de Géorgie, à quelques centaines de mètres de ce nouveau centre de données, voilà la pression de l'eau froide dans la cuisine. Depuis la construction de ce bâtiment, leur puits s'est tari, ses habitants se sentent impuissants. Vous avez vraiment l'impression d'être face à un mur immense. Vous ne pouvez rien faire et ils s'en fichent. Vous avez bien vous-même suivi la vidéo. Aujourd'hui, on préconise les grands modèles d'intelligence artificielle, souvent parfois au bien-être des populations. Ça veut dire que l'IA telle que connue aujourd'hui détruit plus qu'elle n'en construit. Ça veut dire que si on a besoin de priver des populations de l'eau pour pouvoir faire tourner des modèles d'intelligence artificielle, ça veut dire qu'en gros, c'est une révolution, mais elle ne fonctionne pas encore tel que optimalement souhaité. Donc, ce qui cause encore un gros problème. Et c'est pour ça que cette série de vidéos est là, pour essayer de revoir les tendances, concevoir de nouveaux modèles qui peuvent nous permettre à réduire cette puissance-là. On va continuer la vidéo. Selon les experts, faire une simple demande à l'intelligence artificielle, c'est comme consommer 50 centilitres d'eau potable, l'équivalent d'une petite bouteille. Près de la moitié des data centers au monde est aux États-Unis. Nous en avons recensé et cartographié 3031, c'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Plus d'un tiers se trouve dans des zones en détresse hydraulique. En Arizona, par exemple, l'un des États les plus chauds et secs, plus d'une centaine dans la région de Phoenix. Et cela ne cesse d'augmenter à un rythme effréné. Regardez ces images satellites. Ce site de Microsoft est passé de 1 à 5 bâtiments en 6 ans. Donc, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'IA, c'est que trop de modèles d'intelligence artificielle sont optimisés avec la puissance de calcul. Vous allez voir que les modèles américains sont optimisés rien qu'avec la puissance de calcul pour la plupart. C'est pour ça que nous avons des coûts d'entraînement qui sont assez énormes. Nous avons des data centers assez gigantesques. Ça veut dire quoi? Déjà à la base, ils ont prévu faire des modèles. Ils n'ont pas mis beaucoup l'accent sur l'optimisation logicielle ou bien sur la technique, mais ils ont essayé de faire beaucoup avec l'optimisation matérielle. On se retrouve aujourd'hui avec des data centers qui consomment l'énergie de plusieurs millions de foyers. On se retrouve aujourd'hui avec des data centers qui consomment l'énergie de plusieurs nations. Ce qui cause en soi un problème parce qu'aujourd'hui, dans les zones comme l'Afrique, certaines zones de l'Asie, s'électrifier est déjà un parcours. Ce qui fait encore, on ne parvient pas à s'électrifier, prendre encore cette électricité pour confier à une intelligence artificielle qui va en soi résoudre un certain nombre de problèmes, mais qui ne va pas résoudre tous les problèmes. C'est encore assez mal conçu. On va regarder la suite de la vidéo pour finir brièvement. Avec un permis pour consommer de l'eau en quantité. L'eau pompée juste ici permet d'alimenter ces 5 data centers. Ils utilisent jusqu'à 7 millions de tonnes d'eau par an, de quoi fournir normalement 61 000 habitants.
Le jour de notre tournage, il fait près de 40 degrés. Mais l'eau coule en continu pour les data centers. C'est leur façon d'éviter la surchauffe et d'assurer qu'aucune donnée ne soit perdue. Mais à quelques kilomètres de là, pour les agriculteurs... Et je vais rappeler ici que les data centers ne consomment que de l'eau potable. Pourquoi de l'eau potable? Parce que de l'eau infectée, bien de l'eau mal traitée, va forcément rouiller les appareils. Donc, de l'eau infectée qui contient on va dire quoi, des bactéries ou des microbes va avoir plus tendance à rouiller le matériel plus vite. Ce qui fait que l'eau des data centers n'est pas seulement pompée énormément, mais aussi traitée énormément avec beaucoup de produits chimiques. Et tout ça est déversé dans la nature. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'impact de l'intelligence artificielle est assez énorme. Et c'est même alarmant pour une technologie qui peut changer le monde. Bon, on continue la vidéo pour voir d'autres faits marquants. Le flux a été coupé par les autorités, des restrictions au nom de la sécheresse. On a reçu un message en nous disant que le niveau du barrage était trop bas. C'est fichu pour tous les agriculteurs le long de ce canal. On n'a plus d'eau pour cultiver quoi que ce soit dans ces champs. Sur ces 32 hectares, de la route jusqu'à là-bas. L'ironie, c'est que des grandes entreprises de l'intelligence artificielle lui ont proposé de racheter ces terres. C'est injuste parce que nous, on n'a aucun droit et eux s'accaparent notre eau, notre terre. Et on se demande pourquoi ils viennent dans un désert alors qu'il y a une sécheresse. Et je rappelle aujourd'hui que si en Afrique où on a un continent et certaines zones d'Amérique où les populations vivent à 70% de l'agriculture et qu'on souhaite bâcler toutes les terres pour faire des data centers, on a forcément un gros problème parce que le but de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est d'envoyer les personnes qui ne sont pas assez éveillées au chômage. Et on les envoie au chômage et il n'y a plus de terre, qu'est-ce qu'ils deviennent? Vous voyez que ça pose encore un énorme problème. Et comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, partout où on installe les data centers, il y a une sécheresse énorme parce que tout l'eau qu'elle pompe ne revient pas. Elle est utilisée, surchauffée et elle s'évapore. Ça veut dire qu'on est sur des modèles qui consomment de l'énergie à mort, qui consomment l'énergie de plusieurs foyers au détriment même de certaines populations, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Ce qui fait aujourd'hui de l'intelligence artificielle une innovation, mais une innovation qui est encore assez mal conçue, qui pour moi n'a pas encore une vision, qui n'a pas encore une vraie optimisation. Donc, on va continuer la vidéo. En Arizona, de grandes étendues sont constructibles à moindre coût. Alors dans cette région aride où certaines rivières ont depuis longtemps disparu, d'autres centres de données comptent bien déloger les cactus. Les projets se multiplient mais rencontrent désormais de la résistance. Le slogan de ce militant, pas une goutte d'eau pour les data centers. Ici, à Tucson, il fait 11 degrés de plus qu'avant. On pourrait plutôt utiliser cette eau pour rafraîchir la ville, en réalimentant les rivières asséchées. Cette terre a été rachetée pour construire le plus grand campus de l'intelligence artificielle de la région. Les promoteurs proposent de soit utiliser une immense quantité d'eau, soit autant d'électricité que pour une ville de 500 000 habitants. Ouais, on parlait d'abord juste de l'eau et on va dire que l'électricité est un problème. On va se dire que des modèles comme GPT consomment l'équivalent de l'énergie des pays comme la Norvège. Déjà que la Norvège a un excellent réseau électrique. Déjà, on va venir sur des zones comme l'Afrique qui n'ont pas de réseau électrique assez fort. Ça veut dire que l'Afrique ne pourra, elle en soi, ne jamais concevoir des modèles d'IA. La philosophie de l'IA actuelle ne permet pas que la vision ne permet pas que la vision soit réplicable partout dans le monde. Ça veut dire que c'est une guerre qui est à la fois disponible que pour les grandes puissances. Et même pour les grandes puissances, ça cause problème. Parce que ceux qui ne pourront pas s'adapter sont au chômage et non seulement ils n'ont plus les ressources naturelles qu'il faut. Ça veut dire que la vision de l'intelligence artificielle telle que connue aujourd'hui cause beaucoup de problèmes sur la vie sociétale de l'humain, déjà pour la faune, pour la flore, les ressources naturelles. Et disons-nous que cela exploite encore les terres rares. Les terres rares qui sont on va dire quoi, les minéraux qui sont assez durs à extraire et assez durs à transformer. Et les data centers utilisent des terres rares abusivement. Donc l'IA tel que connu aujourd'hui regorge de beaucoup de problèmes. On va finir la vidéo. De s'arrêter, car en Arizona, les centres de données bénéficient d'avantages fiscaux et les autorités de l'État assument. Ils apportent des milliards de dollars chaque année dans les caisses des communes.
qu'on n'aurait pas sinon. Il faut juste qu'on trouve un moyen légal pour que les data centers produisent leur propre énergie, afin qu'ils soient la solution et non plus le problème. Nous avons contacté plusieurs data centers. Tous ont refusé nos demandes de tournage, mais se disent déterminés à réduire leurs dépenses en énergie. Avec par exemple des projets innovants comme ces data centers flottants en Californie. Bon, disons-nous quand même qu'aujourd'hui, il y a des projets qui visent à réduire la consommation des data centers, mais ça, on va dire quoi, ce n'est qu'une goutte d'eau. Parce qu'on a des data centers qui consomment l'énergie de plusieurs nations. Beaucoup de chercheurs estiment que faire tourner les data centers dans l'espace pourrait être mieux, ce qui n'est pas encore envisageable, ce qui n'a pas été fait, et ce qui n'est même pas peut-être faisable. Beaucoup estiment que faire tourner les data centers dans la mer serait encore mieux, ce qui est un projet qui échoue. Donc, dans cette deuxième, on va dire quoi, article, on va voir le bilan carbone de l'intelligence artificielle. Et ça va vous choquer. On va dire quel est le bilan carbone de l'IA, comment le réduire. Bon, on va dire que l'intelligence artificielle a une empreinte carbone double. Donc, je vais dire que les modèles tels que GPT et plusieurs modèles américains consomment 3 fois l'empreinte carbone de la France. Donc, c'est assez énorme pour des modèles comme GPT. On va dire que les data centers et le refroidissement sont les plus gros postes de consommation d'énergie, comme on a vu dans la vidéo. On va dire l'entraînement des modèles très lourds est particulièrement coûteux. Dites-vous que pour améliorer un modèle d'1%, on a besoin de peut-être 100 000 watts. Donc, pour faire passer un modèle peut-être de 65% à 66%, on a besoin d'énormes quantités de données. D'abord, après, on a besoin d'énormes quantités d'eau et de puissance de calcul. On dit les estimations montrent que chaque requête d'IA génère quelques grammes de CO2. Donc, on est sur plus de milliards de requêtes et chaque requête consomme des grammes de CO2. Le CO2 ne se fait pas forcément ressentir sur le téléphone, mais au niveau des data centers, de la consommation en eau et tout ce qui va avec, envie d'agir pour l'IA durable. Bon, on dit filière IA et data de tout ça, là. Le bilan carbone et l'impact numérique de l'intelligence artificielle. On va dire comment activer l'humain et tout ce qui va avec. Donc, je veux rappeler aujourd'hui que l'IA tel que connu aujourd'hui fonctionne sur des larges modèles language à plusieurs milliards de paramètres tels que les architectures Transformers, Mamba et tout ce qui va avec. Et ce sont des architectures qui consomment énormément de données. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même dans le net, il n'y a plus assez de données pour entraîner les intelligences artificielles. Donc, ça devient assez problématique. Les modèles vont raisonner très peu vu qu'il n'y a pas de nouveautés. Et même beaucoup de nouvelles données qui sont créées ne sont pas authentiques car elles sont pour la plupart générées par l'IA, ce qui cause encore un réel problème. Ici, nous parlons de comparaison de l'empreinte carbone de l'intelligence artificielle versus les moteurs de recherche. Là, il n'y a pas match. On va se dire que en comparant avec d'autres technologies numériques, l'empreinte carbone de l'intelligence artificielle peut sembler relativement modeste. Selon les estimations, ChatGPT émet environ 4,8 tonnes de dioxyde de carbone par an. C'est énorme. 4,8 tonnes de dioxyde de carbone par an. Dites-vous encore que ce n'est pas filtré, ce n'est pas traité, c'est directement rejeté dans l'atmosphère. Ce qui est déjà toxique pour la nature. Alors que les émissions de Google s'élèvent à plusieurs millions de tonnes par an. Plusieurs millions de tonnes par an. En effet, les moteurs de recherche contribuent de manière significative à l'empreinte carbone du web. Par exemple, une requête Google simple génère environ 0,2 g de dioxygène par an, alors qu'une requête ChatGPT 0,3 g. Donc, vous pouvez voir que la requête de ChatGPT a une empreinte de carbone assez élevée par rapport à celle de Google, ce qui s'explique. On dit la différence essentielle réside sur le nombre de requêtes quotidiennes. Avec des milliards de recherches effectuées chaque jour, l'empreinte carbone cumulée des moteurs de recherche est considérablement. Néanmoins, l'impact de l'IA chez Google ne peut pas être facilement isolé.
Donc, le moteur de recherche a encore sa place. Beaucoup n'utilisent pas encore l'IA. Mais dans les années à venir, si cette logique de l'intelligence artificielle n'a pas changé, on va se retrouver avec des IA qui consomment même l'énergie au détriment des humains. Donc, c'est ce qui va arriver et c'est ce qui arrive déjà dans certaines zones du monde. On dit comment réduire le coût énergétique de l'empreinte carbone de l'intelligence artificielle. Alors que l'intelligence artificielle devient omniprésente dans la société, il est important d'explorer les solutions pour minimiser l'impact environnemental. Cela se passe notamment pour la conception des modèles plus efficaces utilisateurs open source. C'est de ça qu'il s'agit. Dites-vous que les frameworks les plus utilisés en intelligence artificielle aujourd'hui sont PyTorch et TensorFlow, qui sont des frameworks Python et à la fois des frameworks assez lourds. Donc, faire de l'optimisation dessus, vous allez pouvoir optimiser plusieurs packages, ce qui n'est pas évident. Et des frameworks qui ne sont pas forcément codés déjà en Python, qui ont une couche ou bien une sous-couche de C++ et qui vont rentrer compilés sur le CPU. Et en soi, c'est compliqué parce que pour optimiser ce modèle-là, on va d'abord optimiser le framework qui tourne sur Python. On va optimiser le code de C++ et on va ensuite optimiser leur fonctionnement sur le matériel. Ça veut dire qu'on a 3 optimisations cumulées, ça devient énorme. Ça devient presque décourageant à la limite. C'est pour ça que beaucoup de modèles aujourd'hui préfèrent s'optimiser grâce au CPU, à la puissance de calcul, que de s'optimiser de manière algorithmique. Et ça s'explique facilement. On dit l'optimisation des algorithmes et l'architecture des intelligences artificielles. OK. On dit les modèles de compression, on dit les quantificatifs modèles et tout ce qui va avec. On va passer directement au deuxième site. Ah, il n'est pas chargé. Ici, on va voir les projets ambitieux pour l'avenir de l'IA. Donc ici, c'est la dernière analyse. Et dans cette dernière analyse, je vais vous faire part de pourquoi on va utiliser Rust concrètement pour l'IA. Bon, rendez-vous compte que moi, ma pensée aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir un large modèle de langage qui peut tout faire, mais d'avoir des mini-modèles assez compacts, assez légers, assez maniables, qu'on peut adapter pour chaque domaine. C'est-à-dire quoi? En médecine, on a un modèle spécialisé en médecine qui est assez compact, assez léger, ultra portable, qu'on peut facilement intégrer dans une application de médecine qui va peser entre 5 et 10 mégas. Parce que dites-vous qu'aujourd'hui, moi, j'ai eu à fine-tuner des modèles en Python. Les moteurs d'inférence déjà pesaient 4 gigas. On est sur un modèle qui pèse déjà 2 gigas. Les modèles les plus légers aujourd'hui qui tournent sur Python sont autour de 500 gigas. Je parle là de Phi 3 de Google. Donc, ce qui est jusqu'à là assez encore énorme. Alors que moi, j'ai eu à concevoir des modèles avec Rust qui sont assez puissants sur des données et assez flexibles qui étaient de manière portatile ou exportable à 10 mégas. Donc, vous voyez le gap. Et on a une puissance qui ne se dit pas son nom. Au lieu d'optimiser 3 couches, comme je l'ai cité tantôt, on va optimiser le Python, le C++, le matériel. Avec Rust, on va juste optimiser le matériel parce que déjà, quand le code compile avec Rust et qu'il est bien fait, l'optimisation matérielle ne se fait plus de manière concrète. Elle va se faire maintenant au niveau du matériel. Ça veut dire que vous passez d'une échelle d'optimisation à 3 degrés sur un modèle en Rust où vous n'avez optimisé que le matériel, ou souvent vous n'aurez pas besoin parce que déjà le langage en lui est optimisé. Et le but avec Rust n'est pas de construire forcément un modèle qui va tout faire, mais un modèle compact, léger et facilement exportable. Spécialiste, on va dire que des modèles spécialistes. Donc on va dire des modèles légers, mais qui sont spécialisés dans chaque domaine, où chacun peut les utiliser à sa guise, où tout le monde peut intégrer peut-être dans son je ne sais pas quoi. Donc on va dire qu'aujourd'hui, l'avenir de l'IA, on va prendre quelques grands titres. On va dire comment l'IA continue de se développer au cours de ces 10 prochaines années. Bon, moi, au cours de ces 10 prochaines années, il y aura encore un développement assez énorme des data centers. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est d'abord qui sera le premier à trouver la meilleure IA entre les grandes puissances. Et quand ils vont essayer de faire ça et quand ça va bloquer, ils vont se rendre compte qu'aujourd'hui, il serait préférable qu'ils passent par l'optimisation. Et vous allez voir les modèles chinois comme DeepSeek, comme Qwen, sont des modèles qu'on a entraînés à 6 millions de dollars, comparément aux modèles américains qu'on entraîne à, je vais dire, 60 millions de dollars. L'avantage entre les Chinois et les Américains, c'est quoi? C'est que les Chinois ont su maîtriser ce qu'on appelle la puissance algorithmique en utilisant des meilleurs outils,
en utilisant des meilleures techniques. Et quand ça passe sur le CPU, ça passe de manière rapide. Et vous allez voir, aux États-Unis, ils ont préférence d'utiliser les Transformers, qui sont de larges modèles qui fonctionnent en bloc. Alors qu'en Chine, il y a ce qu'on appelle Mixture of Expert, qui sont des modèles qui fonctionnent en fonction des mini-modèles spécialisés. C'est-à-dire quoi? On a un large modèle qui contient des petits modèles d'experts et en fonction de la requête, on a un routeur qui va choisir le modèle approprié. C'est aujourd'hui comme ça que fonctionnent les IA chinoises et vous allez voir que sur le plan international, ils sont mieux, plus brefs, plus résonantes que les IA américaines comme GPT ou Grok, quoi que ce soit. On va dire l'IA en 2034. L'IA en 2034, on n'aura pas encore atteint la GI. On sera encore dans la course à qui la meilleure intelligence artificielle. Et ça n'a pas près de tarder. On dit que assurance, hallucination. Ouais, il y aura toujours une consommation de données assez énorme, une consommation d'énergie assez énorme. Et on va dire, sauf quantique. Bon, aujourd'hui, on a des avancées, des machines quantiques qui essayent de faire tourner l'intelligence artificielle. Mais déjà, ça n'a pas une réelle valeur ajoutée. Parce que déjà, les modèles tels que connus aujourd'hui tournent sur des milliards de paramètres. Donc, c'est assez dur et assez difficile de repenser leur architecture parce que c'est déjà assez volumineux. Donc, le but aujourd'hui, c'est si on doit refaire l'intelligence artificielle dans les zones comme l'Afrique, l'Amérique ou dans certaines zones comme l'Asie, on doit aller sur des mini-modèles experts spécialisés qui permettent de faire de meilleures tâches de manière simple et concise. On va dire les IA agentiques, ok. L'utilisation des données. On va dire qu'ici, les données générées par l'homme sont de plus en plus rares. Les entreprises se tournent donc déjà vers les données synthétiques. Donc, les données synthétiques, ce sont des données qui sont générées par l'intelligence artificielle pour entraîner encore les intelligences artificielles. Donc, vous voyez que le niveau de résonance des IA dans les années à venir seront assez stagnants parce qu'il n'y a plus de créativité, il n'y a plus de raisonnement, il n'y a plus de nouveauté. L'IA va tourner en rond, peut-être avec des méthodes comme l'apprentissage par renforcement, l'IA va peut-être s'améliorer, mais pour l'instant, c'est pas sûr. On va dire les projets ambitieux pour l'IA à venir, on va dire que ils disent que l'informatique, je pense que c'est là, on va dire, l'évolution de la société entière face à l'IA. À mesure de l'adoption de l'IA, l'évolution de la technologie, son impact et les opérations mondiales seront décuplées. Donc, vous voyez déjà les suppressions d'emplois liées à l'intelligence artificielle. Et actuellement, le problème de l'IA n'est pas juste au niveau de sa conception, c'est aussi un problème sociétal. Comment on va faire pour gérer ces millions de gens qui seront remplacés par l'intelligence artificielle? C'est pour dire l'IA telle que conçue aujourd'hui ne pourra pas bien fonctionner dans le monde. Elle est au profit des géants technologiques, mais elle n'est pas au profit de 70% de la couche de la population qui vit au-delà des ressources moyennes. Donc aujourd'hui, les solutions que Ruff va proposer et les solutions que je vais proposer tout au long de ma formation, c'est de vous apprendre à construire des modèles ultra spécialisés, portables, ultra légers et spécialistes. On ne va pas développer des modèles à tout faire, on va se concentrer sur une tâche, développer un modèle et l'optimiser jusqu'à ce qu'il soit le plus léger possible. Et dès qu'il est le plus léger, on va se rassurer que ce modèle-là pourra être intégrable dans tous les environnements liés à son domaine. Donc, ici, les justifications de pourquoi j'utilise Rust pour l'IA. Moi, j'ai utilisé auparavant Python, mais pour cette raison que je vous ai énumérée dans cette vidéo, après réflexion, je me suis dit que Rust, c'est le meilleur choix. Et j'ai déjà fait plusieurs modèles en Rust, et le choix est plutôt assez remarquable. Donc, on va finir cette analyse en se disant que la prochaine vidéo qui arrive, on va détailler grosso modo ce qu'on va faire au long de cette nouvelle série avec Rust. Et on va commencer la formation. On va travailler sur des cas pratiques. On va expliquer les principes fondamentaux. Et la formation va plus se concentrer sur le deep learning. Malgré qu'on va aller quelque peu au début sur des tâches de machine learning. Mais aujourd'hui, le deep learning, le machine learning traditionnel est fait limité pour plusieurs tâches aujourd'hui. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé à la fin. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, likez, partagez et abonnez-vous.